Ablacé, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de où tu vis, ce que tu fais dans la vie Non. Moi, je m'appelle Ablacé Compaoré. Je suis le coordinateur de l'association Interzone pour le développement milieu rural, en abrégé AIDMR. Qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie pour me présenter réellement. Je suis né à 70 km de Ouaga, un village qui s'appelle Koulganogo, et que j'ai fait la vie vraiment du petit paysan. Et donc j'ai eu la chance par rapport aux autres petits paysans d'être inscrits quand même à l'école primaire. Mais le fait tout simplement de la pauvreté du paysan ne m'a absolument pas permis de pouvoir poursuivre mes études. Donc je me suis arrêté en 1985 en classe de CM2 pour faute de moyens tout simplement pour pouvoir vraiment poursuivre les études au collège avec un niveau CM2, certificat d'études primaires. Et donc à partir de ça, 85, alors 6-7, le petit paysan et dans le champ et dans l'agriculture, tout ça. Et en 89, je suis parti comme tous les jeunes ruraux en Côte d'Ivoire pour l'exode rural. Et donc j'y suis resté, j'ai vécu 2 ans et demi en Côte d'Ivoire pour être rentré vers fin 92 quoi. Et donc reprenant mes activités de petit commerce du mil, acheter le mil dans d'autres villages pour aller vendre dans l'autre village de l'autre côté, ou encore c'est des fruits ou c'est des légumes que je fais le tour des marchés. Et je me suis lancé vers la fin 93 aux côtés d'un paysan aussi dynamique dans un village voisin dans le mouvement associatif, adhérent dans le groupement de son village, parce que le vieux Isaac Alenglenge a voulu absolument que je lui soutienne dans l'écriture, dans tout ça, parce que lui, il était vraiment dans ce dynamisme d'association, de groupement villageois. Il soutenait vraiment, il était très dynamique pour le groupement de son village. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et qu'au bout, dès les années 94 déjà, on avait commencé à créer ce que nous avons appelé les unions de groupement villageois, avec une trentaine de villages autour de Beta et tout ça. Et que c'est là, vraiment avec l'évolution du mouvement, que les années 2000, l'idée nous est arrivée maintenant de créer une association pour avoir vraiment une représentation, une envergure nationale. D'où la raison maintenant de la création de l'association AIDMR, dont je suis le coordinateur. Okay. Combien de villages ça regroupe l'association? Actuellement, l'association, nous avons nos membres dans autour de 47 villages, dans 4 provinces différentes, sur 2 régions, selon le découpage du pays, quoi. Okay. Le plateau central et le centre-nord. Okay. Et du coup, votre cheval de guerre, c'est l'agroécologie? C'est l'agroécologie parce que tout simplement de manière naturelle. Et sans même vraiment être dans l'agroécologie, sans vraiment découvrir le nom agroécologie, nous, depuis notre existence en tout cas, notre bataille a toujours été l'utilisation des produits naturels pour la fertilisation des champs, utilisation des techniques et des méthodes naturelles pour la récupération des espaces dégradés. Donc on travaillait beaucoup sur des fosses fumiers, les cordons pierreux, la plantation des arbres. Et je sais que les années en tout cas 95
jusqu'en 2004-5 par là, nous faisions par an, en tout cas, on reboisait pas moins de 12 hectares. Et donc, je me rappelle bien en 2006-2007 que j'avais fait une petite évaluation des activités de reboisement qu'on avait fait. On s'est retrouvé à 107 hectares de reboisés pendant tout ce temps-là. Okay. Donc, ça fait qu'on était vraiment lancé dans ça avant même de découvrir qu'il y avait une autre méthode qui s'appelait agroécologie, quoi. Donc, c'est dans cette évolution maintenant que les années 2007 et 2008, quand nous étions en partenariat avec Emmaüs Lescarpeau, qu'Emmaüs a découvert Pierre Rabhi, ils ont même organisé une petite mission qui est allée rencontrer Pierre Rabhi. Et lors de cette rencontre, ils nous sont revenus avec des contacts des anciens élèves de Pierre Rabhi ici au Burkina. Donc, ce qui nous a permis maintenant de découvrir qu'autour de nous, voilà une autre méthode de travail, une autre étude de vie d'ailleurs, et qui s'appelle l'agroécologie. Et nous avons pu maintenant rentrer en contact avec ces élèves de Pierre Rabhi. Vous savez que Pierre Rabhi a eu un premier séjour ici au Burkina les années 85-6 là. Et lors de cette première visite, il a eu à former des gens, mais qui étaient également des cadres dans des centres de formation de jeunes agriculteurs, qui s'appelait à l'époque des CFJA. Et donc, les gens que lui, il a eu à former, beaucoup sont ceux-là qui vraiment n'ont pas laissé tomber, quoi. Donc, à la fin, ils se sont créés des associations pour continuer à vulgariser ce que Pierre Rabhi les a appris. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert ces gens-là. Et pour maintenant obtenir ce que nous avons appelé formation initiale à l'agroécologie en 2008 au sein de l'AIDMR, avec au moins une quinzaine de membres de l'AIDMR qui ont été initiés à l'agroécologie comme ça. Et bien, ayant trouvé également qu'on vient de découvrir une bonne méthode et une nouvelle vraiment méthode, ce qu'il nous fallait, donc notre dynamisme n'a pas baissé depuis pratiquement 2008, quoi. Et c'est comme ça que en fin 2008 déjà, on a été invité maintenant par l'association Terre et Humanisme, une des associations également de Pierre Rabhi, pour participer à une formation de formateur en agroécologie. Okay. Donc, moi-même, j'ai fait partie de cette formation-là, avec un autre élément de l'AIDMR. En 2008, que nous avons commencé à Ouaga, ici. En 2009, on a poursuivi cette formation à Tacharan, au nord du Mali, à Gao. Et pour la terminer, en 2010, en Djemane, au Sénégal. Et à la suite maintenant de cette formation, notre organisation, notre association AIDMR est rentrée dans la dynamique du réseau des agroécologistes du Burkina. Donc c'est comme ça que, en même temps, avec l'appui d'Emmaüs Lescarpeau, qui a été, depuis pratiquement plusieurs années, très objectif de travailler vraiment pour l'autonomisation de notre association. Alors, en 2007, on s'est construit également un centre de formation. Et ce centre, automatiquement, est devenu pratiquement un des centres vraiment accueillant les formations en agroécologie. Et donc, en 2011, on a eu, pendant 2 sessions, une formation des animateurs en agroécologie. Et pratiquement depuis jusqu'à maintenant, chaque année pratiquement, on reçoit une formation soit d'envergure nationale ou internationale même,
Parce qu'il y a parfois dans des sessions de formation comme ça, on trouve des Sénégalais, Maliens, Béninois, Togolais. Et donc, ça fait que notre centre est en train, effectivement, sinon il est déjà devenu pratiquement un centre presque incontournable vraiment pour le réseau des agroécologistes. Même si aujourd'hui, on trouve même que d'autres centres, en tout cas, sont en train de s'installer. Dans d'autres pays dans ce pays, mais dans d'autres zones, dans d'autres régions différentes. Et surtout, ce qui me fait un grand plaisir, c'est que par des éléments qui ont été formés chez nous, qui par la suite, ils ont créé leurs propres organisations, qui aujourd'hui, ils sont en train de développer aujourd'hui vraiment des centres de démonstration, de production, de pratiques agroécologiques. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la philosophie de l'agroécologie? Ce qui me plaît surtout dans la philosophie de l'agroécologie, c'est que ça me redonne une certaine confiance. Je m'y retrouve totalement. C'est-à-dire, l'homme est perdu aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans le besoin d'évoluer, dans le besoin vraiment de vivre un autre monde là, on est en train de courir. On se retrouve où on ne sait même plus où est-ce qu'on est là. Tandis que dans l'agroécologie, il te ramène dans une certaine conscience que la vie est basée sur quelque chose, mais la vie n'est pas basée sur rien. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous créons aujourd'hui qui fait la vie. Mais il te ramène à reconnaître vraiment la force de la nature, à reconnaître que l'homme fait partie tout simplement des éléments de la nature, que l'homme doit savoir qu'il faut vivre avec vraiment les autres éléments de la nature. Mais contrairement à ce que nous pensons que supprimer une espèce de vie nous rendra plus heureux là, ça, en agroécologie, on nous fait comprendre que la nature est tellement très, très, très bien faite et bien composée que c'est pas parce que l'homme se croit avoir vraiment un grand pouvoir qu'il pense que c'est en supprimant peut-être les autres qu'il vivra mieux. Donc, l'agroécologie te ramène mais vraiment sur une certaine réalité de la nature. Quand tu marches tout seul, en tant qu'agroécologiste, tous les mouvements, tous les mouvements même des oiseaux, des animaux, de tout là, ça te parle et tu peux bien comprendre quoi. Tu te sens là. Voilà quoi, tu te sens mais vraiment dans la nature, tu te sens mais vraiment en harmonie. En harmonie avec tout le reste de la vie. Tandis que, bon, en dehors de ça, on peut penser tout simplement dans sa tête que voilà une plante est nuisible, ou on va dire qu'un insecte, un tel insecte est nuisible, il faut sortir un produit qui pourrait l'éliminer tout dans la vie pour pouvoir mieux vivre. Est-ce que tu sais pourquoi il a été créé par le seul créateur qui t'a créé toi aussi? Voilà quoi, c'est le même créateur, celui qui a créé l'homme en tout cas, que ça soit vraiment, bon, parce que pour ne pas rentrer dans des croyances, mais on sait que dans cette nature-là, tout ce qu'on voit a eu quand même un début. Chacun a sa place. Chacun a sa place dans cette nature. C'est ce que dit l'agroécologie. Donc, tout simplement, on sait que, en associant les plantes, en apportant par exemple certains goûts, par exemple, tu as ton truc que des termites commencent à attaquer. Tu te fâches, tu t'énerves, ça t'énerve. Bon, mais quand tu analyses bien, il doit se nourrir. La termite doit se nourrir. Est-ce qu'il est passé dans ton école, comme quoi ton livre, ou cette fortune que tu as posée là, ou ton billet d'argent là, vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut vraiment plus que lui, sa nourriture? Non.
Non, ça vaut rien. C'est tout comme tout autre objet à manger. Bon, ben c'est pour ça que si tu aurais une odeur qu'il n'aime pas, il ne toucherait pas à ta chose. Ou encore tu aurais un goût qu'il n'aime pas, il ne toucherait pas à ta chose, quoi. Mais à quoi ça sert alors de chercher à tout tuer, à supprimer, pour que déjà toi, mais en plus de toi, ton pantalon puisse rester tranquille. Voilà quoi. Ça, c'est trop fort. Et l'agroécologie, tu vois l'avantage, l'intérêt, la reconnaissance qu'on peut trouver dans l'agroécologie est tellement profond que en quelques temps, on ne peut pas le définir. Tu vois? Donc une fois qu'on est là-dedans, on n'en sort plus, quoi. Une fois qu'on est là-dedans, normalement, on ne doit plus en sortir. On ne peut plus en sortir. On ne peut plus en sortir. On se retrouve mais vraiment dans la grande famille, quoi. Ok. Alors, quels sont les projets pour l'AIDMR à venir, du coup? Ben, les projets pour l'AIDMR à venir, on sait que bon, ça fait assez longtemps, on est dans le combat et ça se poursuit, on gagne. Et, mais surtout, nous, notre préoccupation principale, et comme aujourd'hui on arrive à le faire, c'est seulement la diffusion, la communication informée au plus large possible, vraiment ce changement que doit avoir tout être humain, pour que, sinon au rythme où on est en train de partir là, et ça fait un peu peur pour l'avenir vraiment. Et surtout, En fait, rien que moi j'ai besoin de ça, je me donne comme projet avoir besoin de ça et je ne me préoccupe plus d'analyser pour que j'obtienne ce que je veux là. Je vais détruire combien de vies. Quand je vois aujourd'hui, regarde toute cette verdure que tu vois chez moi. Et alors que on te dira que pour produire, on t'a trouvé une autre solution qui n'est plus de racler, de gratter la terre pour tuer l'herbe, mais plutôt avec un bidon derrière le dos, tu pulvérises sur le sol, tu tues carrément toutes les graines d'herbe qui ne pousseront plus. Alors sur une épaisseur, par exemple, une épaisseur dans le sol de 10 cm à 20, toute la vie microbienne qui existait là vont aussi en souffrir et subir. Dès qu'il y a une bonne pluie qui tombe et qui ramasse toute cette ordure que tu as fait là et qui jette ça dans l'eau, dans les cours d'eau à côté, même les poissons, les petits grenouilles et tout cela vont ressentir que l'homme est passé par là. Mais on n'imagine pas, on ne travaille pas tout ça. On a seulement besoin de récolter, mais on ne veut pas souffrir pour gratter la terre. C'est quoi cette facilité, ce besoin de facilité? On est devenu feignants. Voilà quoi, feignants et en même temps on ne mesure pas la quantité de destruction qu'on fait derrière. Imaginez par exemple le Burkina Faso en général, nous devrions nous dire que on est préoccupé aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez d'herbe. Tout agriculteur burkinabé doit se dire dans sa tête là, on ne peut pas penser seulement qu'à nos plants, le mil, le sorgho, le quoi, que ça ne produit pas. Mais on doit aussi se poser la question, est-ce que l'herbe produit beaucoup? Si l'herbe ne produit pas, comment veux-tu maintenant que toi, ton mil seulement produit? Et non, on travaille dans un sens à produire seulement notre mil sans que l'herbe ne se produise. Quand je vois que le pays est en train de s'envahir aujourd'hui d'herbicides, c'est très très dommage. Alors que nous derrière, nous on fait construire des cordons piolés. Les cordons piolés, vous allez voir quand vous allez faire les tournées là, dans tous nos espaces aménagés, tu verras un espace où il n'y a rien qui pousse vraiment. On pose un cordon pierreux, au bout de 2 ans, c'est toute une végétation. Ça veut dire, c'est les pierres qui ne bloquent pas l'eau, ne laissent pas pourrir les graines d'herbe. Donc, mais ça laisse poser les graines d'herbe, ça les permet de régénérer, de reproduire, et que au bout d'un moment, tu as une végétation. Il n'y a pas un seul paysan où tu vas l'amener,
lui montrer une clairière tout nue, où il n'y a pas du tout d'herbe là, pour lui dire, allez, vas-y, tu as un terrain propre pour produire. Il ne sera jamais d'accord d'utiliser ce terrain-là. Sauf si tu lui démontres que... Il faut lui démontrer maintenant d'autres méthodes pour faire régénérer cette clairière-là. Mais sinon, une clairière au début, aucun paysan n'aura besoin d'aller là. Mais il va toujours défricher là où il y a une bonne verdure. Il sait bien que c'est par là qu'il va produire. Mais une fois installé son champ, son exploitation, il a besoin que ça devienne tout de suite une clairière. Il a besoin que l'herbe ne pousse plus pour que lui il puisse produire facilement. Non, c'est très con. Est-ce que, là on va finir vite parce qu'il n'y a plus de batterie. Est-ce que tu penses que l'agroécologie peut être une solution par rapport à l'avancée du désert aussi? L'agroécologie est inévitable par rapport à l'avancée du désert. Mais, vous savez, l'évolution du monde fait que, heureusement, encore et pour nous, nous trouvons que ça, c'est vraiment un acquis, un gain qu'on a aujourd'hui, que l'agroécologie est en train d'être reconnue partout dans le monde entier. Sinon, par moment, nous, en tant que pratiquants de l'agroécologie, on est obligé vraiment de démontrer sur des points donnés les capacités et la force de l'agroécologie. Parce que on n'est pas grand parleur, pour pouvoir vraiment présenter comme il faut ou écrire des intellectuels qui peuvent écrire assez grand. Bon, nous avons seulement que quelques-uns pour ça, tels que des Pierre Rabhi qui écrit des bouquins, beaucoup de bouquins, qui pendant toute sa vie n'a pas hésité vraiment de démontrer que l'agroécologie est vraiment la voie principale pour sortir de cette préoccupation, de cette avancée du désert. Mais il a fallu combien de temps pour que Pierre Rabhi soit entendu? Voilà. Maintenant, c'est sûr que Pierre Rabhi est entendu. Maintenant, tout le monde sait que, en tout cas, Pierre Rabhi, ce qu'il a commencé à parler depuis plus d'une trentaine, une quarantaine d'années là, voilà les preuves. Ça se vérifie aujourd'hui. Et une dernière question, qu'est-ce que tu penses de l'éducation, la place de l'éducation dans l'agroécologie? La place de l'éducation, peut-être quelque part, ils sont plus avancés, mais chez nous, au Burkina surtout, je trouve qu'il y a un bon pas également qui est fait. Le fait que nous avons eu à rencontrer certains enseignants, en tout cas de l'école primaire, ils nous ont fait comprendre que même l'État est en train d'instaurer, d'impliquer petit à petit des thèmes carrément, des matières d'agroécologie dans le programme de l'école. Et ça, c'est très très important. Parce que ça nous encourage beaucoup plus. Pourquoi? On se voit une pépinière d'enfants qui vont partir avec une certaine reconnaissance de la nature, une certaine connaissance vraiment de leur vie réaliste. Voilà quoi. Parce que sinon, il fut un moment où la jeunesse était complètement déconnectée de la nature. Parce que nous-mêmes, moi quand j'étais à l'école, si un maître se fâche avec un élève, pour lui faire peur, qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu vas le tourner à la terre. Toi, tu vas le tourner au champ. Ça, c'est les mauvais souhaits qu'on te donnait, quoi. Comme si vraiment, être agriculteur, c'est un malheur. Voilà. Mais, nous, on sait, voilà, quand nous, on était jeunes à l'école, là, on nous insultait comme ça, on nous disait du mal comme ça. Alors qu'aujourd'hui, qui est-ce qu'on voit à l'agriculture? Les ministres, les députés, les grands fonctionnaires sont en train de repartir à l'agriculture. Donc, ça, c'est un autre combat. Il faut également que nous arrivons à faire comprendre aux petits paysans que, en tout cas, ce n'est pas ces grands-là qui vont nous nourrir suffisamment un jour. Mais c'est plutôt une manière de maîtriser encore notre vie. C'est ça qui est grave. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays ici en Afrique sont en train de prôner pour l'agriculture industrielle.
et l'industriel. Un petit paysan ne peut pas rêver d'avoir un tracteur avec tous les outils de semoir, de quoi, alors il ne s'appellerait pas paysan, quoi. Donc, quand vous voyez une telle exploitation, sûrement, regardez bien, ça appartient à un député, à un ministre ou à un cadre vraiment de l'État. Mais finalement, quand on parle mais vraiment d'un partage un peu équitable de la richesse du pays, là, et que c'est les grands cadres, les dirigeants du pays qui deviennent également les agriculteurs du pays, ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est eux qui ont toute la maîtrise, c'est eux qui ont tout le pouvoir, quoi. Et ça deviendra grave. Les gens ferment les yeux aujourd'hui, mais nous avons peur maintenant que les petits paysans ne soient pas de plus en plus comme ça, des employés encore de nos dirigeants, quoi. Donc autonomie. Voilà, quoi, l'importance de l'autonomie. Mais ça aussi, c'est à reconnaître. Tant que le petit paysan a dans sa tête de l'argent, il ne connaît pas la valeur de ce qu'il produit. Il ne sait pas que c'est très bon de manger ce qu'on a produit. On sait ce qu'on a mis dans la terre pour produire ce qu'on mange là. L'importance vraiment de manger ces aliments sains qu'il a produits. Et tout simplement, on sait qu'en obtenant, on se dit seulement dans la tête que on se fait embaucher par un riche, un grand, qui te paye de l'argent, et avec cet argent, tu peux aller t'acheter des pâtes ou des aliments, tu ne sais même pas d'où ça vient, pour après maintenant attraper des maladies, tu ne sais même pas d'où ça vient, et mourir mais d'une mort que tu ne sais pas d'où ça vient, quoi. Voilà, quoi. Mais ça ne peut être que ça. Super, merci à Blessé. Merci.